Cerno. Épisode 91. Une série sanglante où le scénario est à chaque fois le même. Il y a eu à une époque toute une série de meurtres. De crimes presque de masse. Elles sont toutes mortes d'ailleurs. Ouais. Toutes. Ouais, c'est panique. Pour pas vieillir, il faut mourir jeune. Vous aimiez les homicides? C'est une enquête de détective. Oui, Jacqueline, oui. Ioana Securescu a fost assassinată. Ich heiße Thorsten Wolleck. C'est une histoire horrible. Grâce au latin, j'ai cette distance avec la mort en fait. J'entends des corbeaux. Nous sommes des êtres humains. 3, 2, 1. Alors je suis à mon bureau et depuis mon retour de Liège, je continue à travailler sur la question de ces présences ressenties par Irène et Mireille au 66 rue de la Fontaine-au-Roi, sur les lieux d'un crime. Elle habitait seule, rue de la Fontaine-au-Roi, près de la place de la République. Depuis vendredi, ses voisins ne l'avaient pas vue. Alors inquiets, ils ont alerté les pompiers. Et cet après-midi, on a découvert son corps, ligoté. Hélène était morte depuis 5 ou 6 jours. Et je repense à tout ce que m'a dit Vinciane Després. Et en y réfléchissant, je me rends compte qu'il s'est passé plusieurs phénomènes étranges, ou inexpliqués en tout cas, depuis le début de ce podcast. Alors d'abord, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le premier lieu de crime, et le seul finalement, que j'ai visité, c'était l'ancien appartement de Ioana Securescu, aujourd'hui habité par Teresa et Jean-Marie. Et quand je suis allé les voir, dans l'épisode 66, si mes souvenirs sont bons, eux n'étaient pas au courant que Ioana Securescu avait été tuée dans leur appartement. Mais pour autant, ils m'ont tout de suite parlé de fantômes. Jean-Marie m'a parlé de la maison hantée, de l'avenue Frochot, qui appartenait à son cousin, alors que lui-même ne savait pas qu'il habitait dans un appartement où un meurtre avait été commis. Mais je voudrais réécouter. Vous avez jamais entendu parler de cette histoire? Oui, c'est une très belle avenue, dans le 18e, et effectivement on dit qu'il y a une maison hantée. Alors c'est une histoire absolument extraordinaire, mais vraiment. C'est-à-dire que, mais je vous la raconte là? Oui. Alors, ça se passe en 1975. Mathieu, mon cousin, éloigné, mais très proche, parce qu'on s'aimait beaucoup. Je venais d'arriver à Paris, donc j'avais envie de faire ce métier, je commençais de le faire, et Mathieu était déjà connu, et il me glissait de l'argent dans les poches pour que je puisse continuer d'exister. Voilà, il me dit, tiens, bon, la rampe, cousin. Merci pour le café. Non, merci. Ouais. Et donc, en 1975, il achète cette maison, donc du 1 de l'avenue Fauchot, qui est en fait la maison de Victor Massé. Victor Massé avait là son salon de musique. Il faut bien raconter ça parce que c'est assez clair. Donc, Victor Massé avait cette merveilleuse maison qui est une maison, disons, à la manière hugolienne, vous savez, avec des pilastres, avec des monstres comme ça, des chantournures. Sa particularité, c'est qu'elle ne voit le soleil que le soir très tard, vers 19-20 heures. Donc elle a déjà un côté sombre et mystérieux. Elle avait été habitée avant par le professeur Charcot, le fameux professeur qui s'occupait des jeunes filles hystériques. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, je raconte tout ça parce que quand Mathieu prend cette maison, il la prend à bas prix parce qu'il la rachète à toute vitesse à Sylvie Vartan, qui venait de l'acheter. Et apprenant ce qui s'y était passé, Sylvie Vartan est prise d'angoisse et donc décide d'accepter la proposition de Mathieu. Tout simplement parce que dans cette maison, au sous-sol, il y avait un coffre-fort que j'ai toujours vu quand je venais à Avenue Frochot, autour duquel avaient été ligotés les propriétaires qui avaient été assassinés. 2 femmes. Dans la maison? Dit-on, oui, au sous-sol. Dit-on. On ne savait pas par qui, par la bonne ou quelque chose comme ça. Enfin, une sombre histoire de meurtre. Si bien que l'angoisse venant, Sylvie Vartan, qui était un peu fragile sur ce plan-là, a donné pour une bouchée de pain cette maison à Mathieu Gallet, qui était ravi, ça l'amusait énormément. Il avait chez lui des tas de choses sur les cimetières, les machins, les crucifix, il adorait ça. Bon, voilà. Et Mathieu installe sa cuisine au sous-sol. Et puis, il y vit sa vie merveilleuse pendant 10 ans, oui, c'est ça, une dizaine d'années. Et un jour, il apprend par le plus grand des hasards qu'il a la maladie de Charcot. Incroyable. La maladie de Charcot, vous savez ce que c'est? C'est la sclérose latérale amyotropique. La maladie dont avait été atteint Charcot. C'est pour ça qu'elle porte ce nom-là. Et qui est une maladie rare. Donc Charcot qui avait occupé la maison. Donc cet endroit-là, c'est un endroit lourd. Ensuite, Teresa me racontait que son chat semblait voir des choses
et sentir des présences dans l'appartement. Mais par contre, je sais pas si tu l'as vu, ma chatte, Nina. Non, je l'ai pas vue. Elle est particulière, Nina. Pourquoi ? Parce que elle a des réactions. Parfois, elle te regarde très longtemps. Et parfois, elle a des comportements que je trouve que c'est pas par rapport à nous, mais ici. Je crois qu'elle sent. D'accord. Et d'ailleurs, moi, je trouve que les animaux, ils sentent ça beaucoup. Encore plus que nous. Parce qu'ils sont beaucoup plus éveillés à ça. Nous, on est beaucoup moins, quoi. Sauf si on prête vraiment attention à être sensible à ça. Mais je crois qu'elle a ça. Parfois, je la regarde dans les yeux et elle a un truc bizarre dans les yeux. Elle saute d'un moment à un autre, mais c'est très particulier. Parfois, je regarde ses yeux et c'est quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire ? J'ai jamais pensé à Johanna. Johanna, Je suis désolée. Non, c'est pas grave. Mais peut-être. Moi, je savais que le meurtre avait été commis dans l'appartement. Et pendant ma visite sur les lieux, j'arrêtais pas de me refaire le film de l'assassinat dans ma tête et d'essayer d'imaginer comment ça s'était passé, dans quelle pièce ça avait eu lieu, etc. Et j'entendais comme une espèce de fréquence dans ma tête, un léger dzzzz permanent qui me rappelait au meurtre. Et quand j'avais raconté ça, dès le lendemain, à Farah, c'était pour un complément d'anti-enquête réservé aux contributeurs, le numéro 8 précisément. On était dans ma cuisine, je lui racontais tout ça, et la lumière s'était allumée. Elle s'en serait remise, mais ça l'aurait mise mal à l'aise. Et je me dis, si elle écoute le podcast jusqu'au bout, ou même jusqu'à l'épisode 11 ou 12, qui parle de Johanna Secaresco, et ben elle va... tiens, la lumière s'est allumée toute seule. Dans ma cuisine. Bizarre. Et ça me fait penser à ce que j'ai lu dans le livre de Vinciane Després, Au bonheur des morts, qui explique que la nuit de 8 heures, telle qu'on la connaît aujourd'hui, le fait qu'il faille absolument qu'on fasse nos 8 heures de sommeil pour se reposer sans tir d'attaque, est un comportement assez récent qui est apparu avec l'électricité. Autrefois, avant l'électricité, les gens se couchaient à la tombée de la nuit. Souvent, ils se réveillaient vers minuit, dans un état de demi-conscience. Ils mangeaient un peu, ils se racontaient leurs rêves, puis ils allaient se recoucher. Parfois, ils se réveillaient encore dans la nuit, puis se remettaient au lit jusqu'au lever du jour. Et ce que Vinciane Després dit, c'est que ces moments de veille étaient assez propices à l'apparition des morts. Alors je précise bien que ça, c'est ce qu'elle a lu et étudié dans différents récits, rapports, travaux scientifiques. Mais en tout cas, qu'on y croit ou pas, c'est ce que souvent les gens racontaient à l'époque, que dans ces moments, ils avaient vu des morts qui revenaient et qu'ils avaient communiqué avec eux. Et donc avec l'apparition de l'électricité et la nuit de 8 heures telle qu'on la connaît aujourd'hui, la fréquence de ces apparitions a beaucoup diminué. Et pourtant, paradoxalement, depuis l'avènement de l'électricité, dit Vinciane Després, dans les récits, c'est par l'intermédiaire de l'électricité que les morts ou les fantômes se manifestent. Des postes de radio, des lumières qui s'éteignent et qui s'allument, etc., etc. Donc en tout cas, avec Farah, on avait été surpris et amusés de cette lumière qui s'était allumée dans ma cuisine au moment même où je lui racontais ma visite dans l'appartement de Johanna. Et je me suis remémoré une autre chose étrange qui m'avait beaucoup intrigué, c'est que quand je suis allé voir Maître Arnold, l'avocate de Jean-Thierry Mathurin, c'était au tout début de cette enquête, c'est la toute première personne que j'ai interviewée pour ce podcast, on était dans son cabinet, qui est un grand appartement dans le 17e arrondissement, je crois, et on était seuls, ou alors il y avait seulement sa secrétaire quelque part, et on était dans un grand salon, et à la fin de notre entretien, je lui ai demandé si je pouvais rencontrer Jean-Thierry Mathurin. Et elle m'a expliqué qu'il était en train de reconstruire sa vie et qu'il aurait sans doute pas envie qu'on lui reparle de cette affaire, etc. Et elle m'a dit quelque chose comme « Vous savez, c'est difficile ». Je lui dis d'accord, on a continué un petit peu à discuter, j'ai terminé mon interview, je l'ai montée, je l'ai fait écouter. Et puis, 2 ans après, j'ai voulu remonter cette interview
pour les contributeurs au Patreon, pour qu'ils puissent écouter une version longue, en fait. Et là, sur la bande, j'ai entendu une voix, juste après que Maître Arnold m'a dit ça. Vous savez, c'est très difficile. Une voix qui disait, comme surgie d'une pièce à côté, mais sauf qu'on était seuls. Mais non, c'est pas difficile. Et voilà, je vous l'ai fait écouter. Je mets le volume au maximum, mais il faut tendre l'oreille. Parce que la voix qu'on entend est en arrière-plan, et au premier plan, on entend une respiration. Écoutez peut-être au casque si c'est possible pour vous. Il aimerait qu'on n'en parle plus, quelque part. Vous voyez, si j'écoutais mon client, il ne voudrait plus que l'on parle du dossier. Donc c'est difficile. C'est difficile. Mais... je comprends, bien sûr. C'est délicat. C'est vrai que c'est délicat. C'est vrai que c'est délicat. J'espère que vous avez entendu ce « mais non, c'est pas difficile ». Voilà pour les phénomènes étranges et autres présences qui se sont manifestées dans le podcast. Dans un autre registre, il y a une auditrice, contributrice au Patreon, qui s'appelle Marie-Claude, qui m'envoie des pages de l'écrivaine Marie Darrieussecq, tirées de son livre « Pas dormir », que je vous lis. Alors il y a un premier passage qui fait particulièrement écho à ce podcast. Je me suis entretenu avec plusieurs agents immobiliers pour l'écriture de certains de mes romans. Beaucoup s'intéressaient au feng shui ou à son équivalent occidental, la médecine de l'habitat. Beaucoup croyaient aussi à la mémoire des murs, une imprégnation des lieux par les morts violentes. Un appartement parisien où le tueur en série Guy Georges assassina une de ses victimes s'avéra si hanté que personne ne pouvait y trouver le sommeil. Ces agents ne mentent pas, mais je peine à les croire. J'arpente avec eux la zone de l'invisible, qui est aussi la zone de l'insomnie. Et ensuite, Marie Darrieussecq écrit sur sa grand-mère. Ma grand-mère, Amachi, voyait déjà les fantômes. Elle avait elle aussi perdu son premier-né. Mais c'était sa bru, ma tante, qui lui rendait visite à l'aube. Ma tante s'asseyait au bord du lit de ma grand-mère, dans son tailleur bleu à boutons dorés, avec sa mise en pli blonde. Elle s'était suicidée quelques mois auparavant. Ma grand-mère n'a parlé de ses visites qu'à ma mère, qui m'en a parlé à son tour. Amachi n'était pas folle, et elle ne mentait pas. Elle était dans la zone. Nous pouvions accepter de la suivre ou pas. Je la croyais et je ne la croyais pas. Mais les phrases de ma tante morte, telles qu'elle nous les rapportait, étaient d'une grande justesse. Voilà, et sinon, en ce moment, pour prolonger la réflexion de Vinciane Després, j'essaie de suivre quelques-uns de ses conseils de lecture et de visionnage qu'elle donne dans son livre « Au bonheur des morts ». Et ce que constate la philosophe, c'est que dans la culture populaire, c'est-à-dire dans notre culture, dans les séries, dans les romans, il y a une résurgence des fantômes. C'est-à-dire qu'on met en scène des revenants. Peut-être parce que ça fascine beaucoup d'entre nous, particulièrement en ce moment. Et donc elle a regardé ces séries, lu ces livres, pour essayer de voir comment notre culture fabrique ces fantômes, ces revenants, comment ils apparaissent et qu'est-ce qu'ils viennent faire, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire, qu'est-ce qu'ils veulent. Alors voici quelques-uns des conseils de Vinciane Després. Voir ou revoir, en ce qui me concerne, la série Six Feet Under, puisqu'il y a régulièrement des revenants qui se manifestent, notamment dans la chambre mortuaire de l'entreprise familiale de Croque-Mort. Ensuite, des séries que j'ai jamais vues pour ma part, Ghost Whisperer, Medium et Cold Case. Je ne sais pas si vous les avez vues. Ensuite, elle conseille la lecture du roman Necropolis, de je ne sais plus quel auteur, La Voix des morts, d'Orson Scott Card, Le journal de deuil de Roland Barthes, La maison de l'âme, de Chantal Deltendre, et le film The Ghost and Mrs. Muir, de Mankiewicz. Voilà, moi j'essaie de suivre tous ces conseils pour me documenter et pour poursuivre un peu ma réflexion. Mais bien sûr, son livre a déjà quelques années, et il y a sûrement beaucoup d'autres choses à voir et à lire aujourd'hui. Et je viens justement de refermer La maison de l'âme, de Chantal Deltendre, dont je vous parlais à l'instant. C'est un roman qui se passe en Roumanie, le pays d'origine de Ioana Secarescu, et de Mihai aussi, et dans lequel il est notamment question d'un rituel populaire, la maison de l'âme donc, qui consiste pour les vivants à offrir à d'autres vivants des objets ou des vêtements dont leurs morts auraient besoin dans l'autre monde. Des robes, des chaussures, des bonnets par exemple, et tout ceci serait transmis dans le monde des morts. Mais je vois qu'il est déjà 17h30, et justement je dois partir chez Irène et Mihai,
qui m'attendent dans leur nouvelle maison à 1 heure de Paris. Puisque, rappelez-vous, je suis chargé par Vinciane Després de leur poser des questions sur le passé qui ne passe pas. Elle avait émis l'hypothèse que leur sensibilité aux présences était peut-être le signe d'un passé qui ne passe pas. Je sais pas trop si ça va les faire réagir ou pas. On verra bien. Préparez-vous à tourner à gauche. À 200 mètres, veuillez tourner à gauche sur rue de la Gare. Voilà, je suis arrivé. C'est un petit village de l'Essonne. Charmant. Et Irène et Mireille habitent là depuis quelque temps. Ils ont déménagé. Je m'engage dans un petit chemin. Et là, je vois un portail gris avec une cloche. Et c'est là. Salut, ça va ? Je suis en retard, je suis désolé. Avec mon micro, je fais la bise. On est habitués maintenant. Salut Mireille, ça va ? Ah mais t'as amené un figuier, mais c'est adorable. Ouais, je vous ai apporté un figuier, vous aimez ça ? Mais on adore. C'est vrai ? Ah merci, c'est trop bien. Et merci de m'accueillir. Donc c'est là que vous habitez ? Voilà, petit village du parc naturel du Gâtinais. Depuis combien de temps ? 2 mois déjà. Et pourquoi vous avez déménagé ? Parce qu'on avait besoin d'un peu de calme. De calme, de verdure, de jardiner, d'espace. Silence, ouais, d'espace, enfin, voilà. D'accord. Donc là, il y a un jardin, votre maison, un jardin avec des roses magnifiques. Oui, ouais, un jardin avec effectivement beaucoup de roses, on a beaucoup de chance. Vous avez l'air très calme. On est calme ici, ouais, il y a beaucoup moins de tension. On est très calme, très serein depuis qu'on s'est éloigné de Paris. Un peu. Ça se passe bien ? Oui, super, vraiment super, ouais. Il y a un hamac, une chaise longue, 2 hamacs, non un hamac, une balancière. C'est ça. Oui, ça va quoi ? On aime bien le repos quoi aussi. C'est ça. Mais je crois que vous travaillez beaucoup aussi. Ouais, on travaille beaucoup, surtout moi j'ai envie de dire. On a de la chance de travailler à la maison pas mal, ouais. Ouais, c'est ça. Mais bon, moi j'ai un métier qui est quand même... qui est devenu un métier qui prend presque tout le temps et toute la vie privée, donc c'est un peu compliqué quoi. Parce que tu es enseignante-chercheuse. C'est ça, voilà, il n'y a plus de profs et il y a trop d'étudiants quoi. Ça veut dire que tu fais les allers-retours jusqu'à la Sorbonne, pas tous les jours peut-être ? Non, pas tous les jours, j'y vais à peu près 2 fois par semaine, 3 fois quand j'ai des réunions ou autres. Et voilà, et le reste du temps, je suis censée bosser à la maison pour faire de la recherche. La réalité, c'est que je fais surtout de l'enseignement à la maison, c'est-à-dire préparer des cours, corriger des copies, répondre aux 40 mails d'étudiants, aux mails de collègues, etc. Donc la recherche, malheureusement, alors que j'adore ça, j'en fais très très peu parce que j'ai pas le temps matériel, quoi. Voilà. Et toi, Mireille, tu travailles moins, tu dis ? Je travaille un petit peu moins, ça ne veut pas dire que je suis un glandeur, mais j'ai quand même pas mal de travail aussi. Mais on a vraiment de la chance de pouvoir travailler à distance parce que c'est ce qui nous a permis de ne pas être à Paris. Et où sont vos chats, Ginko et Alba ? Ils courent dans le jardin quelque part. Alba, elle est presque tout le temps dehors. Donc elle doit être par là au fond. Et Ginko, je sais pas, il est dedans peut-être. Ils font leur vie... Ils sont ravis ici. Ils sont très contents aussi, ils sont beaucoup plus réjouis d'être ici que plutôt que dans un appartement. Ouais. Et ouais, là, ils sont aux anges, quoi. Alba, vous l'avez adoptée quand vous étiez à Pantin ? Ouais, et Ginko aussi, en fait. Donc Alba n'est absolument pas au courant de ce qui s'est passé rue de la Fontaine-au-Roi ? Non, et Ginko non plus d'ailleurs. Je vais vous dire pourquoi après. Ah, parce que c'est Vinciane Després qui t'a dit des choses sur le fait que les animaux sentent des choses peut-être ou... Oui, ah, ouais, absolument. Ouais. Ah, j'ai deviné, je suis contente. Ouais, bravo. Mais je connais son travail, donc ça m'aide. Mais oui, c'est une question que je me posais, parce que là, pendant les vacances, on était chez des amis, des très bons amis à nous, qui s'appellent Aurélia et Julien, et qui ont acheté un manoir dans le Lot pour faire des chambres d'hôtes, etc., qui ont 2 chiens absolument extraordinaires, qui ont des personnalités fascinantes, notamment un. Et on parlait un peu des présences qu'elle pouvait éventuellement sentir dans le manoir ou pas, etc. Et sans lui en parler, je me suis demandé ce que sentaient les chiens, justement. Est-ce qu'ils sentaient des choses
Est-ce que leur attitude avait changé? Puis notre conversation est partie sur autre chose et on n'en a pas parlé. Mais je me suis justement posé cette question sur ces chiens qui sont tellement sensibles, tellement intelligents. Est-ce qu'ils sentent des choses, tu vois, plus que nous peut-être, ou comme nous, enfin voilà. Je t'interrogeais sur les présences. Donc en fait, c'est des questionnements que tu as ou que vous avez. On a commencé à s'y intéresser depuis qu'on a eu quand même des expériences assez palpables, en ce qui me concerne surtout. Moi, si tu veux, je l'ai toujours un peu été à cause du fait que dans cette maison dont je t'avais parlé la dernière fois, qui est dans l'Aveyron, là. Une maison de famille. Ouais, c'est ça, où j'organise des résidences d'écriture. J'ai toujours senti, notamment dans une des pièces de cette maison, un poids très 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 lourd, quelque chose de vraiment lourd, quoi. Mais qui n'était pas menaçant, qui n'était pas violent, mais qui était une présence très claire de quelque chose qui vivait là, quoi. Et ça, je l'ai toujours accepté tel quel. J'ai toujours pris sur moi quand j'entrais dans cette pièce-là pour préparer les chambres pour mes amis en me disant, courage, quoi, parce que c'était quand même une présence assez forte. Et à un moment où je trouvais que ça devenait un peu lourd, que cette présence ou ces présences, parce que c'est pas très clair, soit tout le temps là. Un jour, je leur ai parlé, une année où je préparais la maison, je leur ai parlé à voix haute, je leur ai dit, écoutez, on vient 2 semaines par an, on vient pour écrire, est-ce que vous pourriez pas nous laisser la maison 2 semaines et puis revenir après si vous voulez, mais nous laisser un peu d'espace parce qu'en fait c'est un peu lourd et tout. Et je suis revenue 3 jours après et ils étaient plus là. Enfin, je les sentais plus, quoi. Et depuis, chaque été quand on y va, je les sens plus. Je sais pas s'ils reviennent à d'autres moments, quoi. Ouais, je peux confirmer, moi j'ai rien senti. Dès quand je suis arrivé, il n'y avait plus rien. Mais toi, tu as eu une expérience à Gali que tu peux raconter. Ouais, en fait c'était une réunion de famille pour les 60 ans de la mère d'Irène. Et on a fait un barbecue juste devant cette maison. Et c'était une ambiance très sympa et tout. Et au moment où on a commencé à ranger la table et tout, j'ai vu une casserole qui a commencé à glisser de manière très étrange sur la table. Il n'y avait plus que cette casserole. Et j'ai vu très directement qu'il y avait un mouvement très bizarre. Et du coup, j'ai vérifié. Par la suite, j'ai arrêté la casserole, j'ai remise pour voir pourquoi ça a glissé. Il n'y avait aucune raison. Donc j'ai trouvé ça très bizarre et du coup j'avais la mère d'Irène juste en face de moi qui avait vu exactement la même chose. On s'est regardé et on s'est dit bon écoute, on peut pas expliquer ce qui vient d'arriver, quoi. Donc toi aussi t'es sensible? Bah oui. Vous êtes sensibles tous les deux avec Irène? Tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que tu vois, à part dans cette maison de l'Aveyron et à Fontaine-au-Roi, moi j'ai jamais senti des trucs aussi énormes, quoi. Enfin... Il y a Alba. Ah, elle est là, Alba. Bah oui. Elle est passée derrière nous. Est-ce que du coup, dans cette nouvelle maison, vous avez senti des présences, comme vous dites? Non, justement. Enfin, toi non plus, j'imagine. Non plus, non, j'ai pas senti. T'as l'air de le regretter, Irène. Non. Moi, j'aurais pas aimé, si tu veux, quand même m'installer... tous les jours, H24 dans une maison où il y aurait des présences, quoi. Ça m'aurait un peu, à moins que ça soit vraiment des présences plutôt apaisantes, mais bon, est-ce que les présences apaisantes reviennent aussi fréquemment que des présences un peu plus lourdes? J'en suis pas si certaine, hein. Moi, j'ai quand même l'impression que souvent, quand il y a des présences, c'est des choses un peu lourdes, peut-être pas entièrement réglées, enfin, je sais pas. La preuve, comme rue de la Fontaine-au-Roi, quoi. C'était très lourd, quoi. C'était d'une violence extrême. C'était très angoissant, quoi. Ouais. Alba qui revient. Qui inspecte. C'est ça. Alba. Je suis allé voir Vinciane Després à Liège pour lui parler de notre rencontre. Et quand je suis arrivé chez elle à Liège, donc elle m'a accueilli. Il y avait sa chienne, une énorme chienne blanche qui était là, qui s'appelait Alba. Ah oui, mais si, moi je savais parce que dans son livre Habiter en oiseau, qui est extraordinaire, elle remercie Alba, elle remercie sa chienne, je crois, pour son infinie patience, pour sa présence, je sais plus, mais je savais que la chienne de Vinciane Després s'appelait Alba. Ouais. Ce qui fait sens parce que c'est une chienne blanche, c'est ça? Une énorme chienne blanche. Et quand j'ai commencé à raconter à Vinciane Després notre rencontre, il y a Alba qui s'est mise à aboyer. Et j'ai dit, tiens, Alba veut nous dire quelque chose. Et j'ai dit, c'est marrant d'ailleurs, parce que là, ça m'est revenu que votre chatte s'appelait Alba. Et ça a beaucoup plu à Vinciane Després. Elle était très amusée par cette idée qu'une chatte blanche qui s'appelait Alba
me guide vers une chienne blanche qui s'appelait Alba. Voilà, ça lui a beaucoup amusé. Elle m'a dit, allez savoir ce que cette petite chatte Alba connaît de cette histoire, en fait. Voilà. La question reste ouverte. Ouais, ça reste ouvert. C'est vrai que comme elle n'était pas du tout dans nos vies à ce moment-là, probablement pas grand-chose. Mais oui, c'est très beau, je trouve ça très poétique, cette chatte en partie blanche qui te mène vers... et puis ces questions dont on a déjà parlé, du deuil, des présences qui restent et qui traversent le travail de Vinciane Després, quoi. Qui nous relie un peu à elle aussi dans ce qu'on a pu sentir à rue de la Fontaine au Roi, quoi. On se met où vous voulez? Vous voulez qu'on se pose peut-être? Posons-nous, on peut se mettre dans le jardin peut-être, c'est plus sympa. Peut-être des chants d'oiseaux sur ton enregistrement. Ouais. Oui, donc j'ai un peu honte de vous solliciter tout le temps avec mon micro. Et je vous dis que c'est super impoli d'arriver avec un micro, mais on est un peu, on s'est retrouvés dans une espèce d'aventure, tous les trois. Ouais. Et il faut aller jusqu'au bout, et peut-être qu'on y arrive, je sais pas. Je suis habitué maintenant avec le micro, je sais que tu vas arriver directement avec le micro. Et on rigole là-dessus, on trouve ça plutôt rigolo. Ouais. Moi je culpabilise toujours de le faire, mais bon. Tout à l'heure, on disait, dis le dernier truc que tu veux me dire parce que Julien sera bientôt là avec le micro. On a même graissé la porte parce qu'on ne voulait pas que ça te gêne pour le micro, donc voilà. Donc j'ai parlé de notre histoire à Vinciane Després et elle m'a demandé de revenir vous voir avec quelques questions et je vais vous faire écouter ça. Attends, c'est des questions de Vinciane Després ? Ouais, alors c'est à la fois simple et difficile, quoi. Si on prend la définition que Grégory de Laplace donne du fantôme, qu'il est inspiré par Jacques Rancière, c'est le signe d'un passé qui ne passe pas. Ben voilà, c'est dans cette chambre, ce surplus de présence indiquait le signe d'un passé qui ne passe pas. Donc, cette présence a émergé chez des gens, d'une certaine manière, qui sont sensibles au fait que des passés ne puissent pas passer. Et là, peut-être que là, j'irai les interroger sur leur sensibilité particulière à l'idée que des passés pourraient ne pas passer. Tiens, quel est le rapport de Irène à la littérature? Quel type de littérature? Fin de la première partie. À suivre.